Bonjour à tous. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Un extrait du livre, du dernier livre de Je me bats toujours avec mes cheveux, c'est normal. Le dernier livre de Ludovic, je vais y arriver. Ludovic Leroux, qui est J'arrête de me limiter grâce aux nerfs vagues. Alors comme ça, en apparence, ça peut ressembler à un titre, tous les titres qu'on peut entendre et qui nous saoulent magistralement, genre réussissez vos objectifs en 3 mois top chrono, obtenez un chiffre d'affaires incroyable en 3 mois avec ma formation et blablabla et blablabla. C'est vrai que ça peut ressembler à ça, le titre il peut s'apparenter à ça, un petit peu cette impression que c'est un peu l'impression que ça peut donner. Et en fait, c'est pas du tout, effectivement pas du tout ce qu'on y trouve. C'est pas du tout ce qu'on y trouve, au contraire, on y trouve énormément de responsabilisation. On n'y trouve pas de magie, genre écoute bien ce que je vais te décrire là et tu vas voir, ta vie va prendre un tournant incroyable, ça va changer ta life et tout ça. Non, on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait réaliste, dans le sens de, c'est un double mouvement. À la fois se dire, il faut que je réalise mes rêves, je vais réaliser mes rêves, je suis tout en puissance, je suis capable de tout, le monde est entièrement avec moi, ou Dieu est entièrement avec moi, et je suis le plus fort, c'est juste qu'il faut que je débloque un ou deux trucs, et hop, une fois que j'aurai compris tout ça, dans la poche. Non. Mais il y a un peu de ça. Et en même temps, c'est comme si il y avait ok, tu veux aller vers du mieux, tu peux. Aller vers du mieux, tu peux. C'est quoi aller vers du mieux? À chacun de définir c'est quoi son aller vers son mieux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, de ce que je vis, de ce que j'expérimente avec cette formation que je fais sur le système nerveux, qui s'appelle la formation pleine confiance. Donc pleine confiance, c'est pareil, ça peut résonner comme un truc waouh, pleine confiance. Mais là, on parle du corps en fait. On parle de pleine confiance du corps. On parle pas de pleine confiance style j'ai plus peur de rien, il n'y a plus rien qui m'affecte, je suis un warrior ou une warrior, tout me glisse dessus, whoop, tranquille. Non, c'est au contraire, c'est je vais dans la vie pleinement. La vraie vie, la vraie vie avec la vie, pas la vie du petit parc animalier où tout est bien rangé derrière, les animaux sont bien dans leur petit enclos, je risque rien. Non, c'est la vie avec je vais dans la forêt, il y a la nature, il y a tout, enfin voilà, c'est un parc d'attractions en fait, il y a plein de choses à vivre. C'est ça la vie. Sachant que l'idéal, c'est quand même, j'ai besoin de préciser ça tout en disant ce que je dis, la vie c'est ça, et en même temps, la vie, c'est aussi se rendre compte de quand on est dépendant aux émotions. Parce que si je commence à être addict à ce parc d'attractions, et que quand je suis dans un endroit, un petit parc animalier tout tranquille, ou quand je suis au bord d'un lac tout tranquille, si je commence à trouver ça ennuyeux à souhait, et que je peux pas le vivre, que je peux pas m'y sentir aussi serein, que j'ai absolument besoin qu'il y ait des émotions fortes et qu'il y ait toujours du rebondissement et que ce soit toujours quelque chose d'activant, alors c'est que oui, c'est que là je suis dans le défi, mais c'est plus que le défi. C'est la panade quoi, c'est l'obligation à ce que la vie soit sensation forte. Et là, il n'y a plus liberté en fait. Donc c'est pas la vie comme je l'entends dans le défi, la vie, il y a toujours des choses à vivre, certes, mais si moi je vais volontairement toujours me mettre dans des situations qui créent du grabuge de partout, des complications de partout, c'est pas du tout ça dont je parle. Je voulais le préciser quand même. Être attentif à si on est addict aux émotions ou pas. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps, cette espèce de truc d'addiction aux émotions. J'en avais déjà entendu parler, mais sous une autre forme. Mais cette addiction à l'intensité, c'est important selon moi quand on fait un chemin d'intériorité, d'aller regarder comment je suis addict à ce qu'il y ait toujours quelque chose qui vienne foutre un peu des bâtons dans les rouages, parce que normalement il y en a des bâtons dans les rouages de temps en temps dans notre vie, quand il n'y a que ça. C'est peut-être que moi je suis addict là où je le vois pas que je suis addict. C'est pas la même chose. Et justement, ça parle bien de notre système nerveux tout ça. On est en plein dedans, on est en plein dans ce livre, de la pleine confiance, parce que ça parle de notre système nerveux, justement. En fait, l'idée de la pleine confiance,
c'est la confiance dans ma capacité à agir, ma capacité à m'adapter, ma capacité à être capable de ressentir. En gros, c'est ma capacité à ne pas rentrer dans de la dissociation, de la rêverie, du déni, et en même temps ma capacité à y aller quand il y a vraiment quelque chose qui m'importe, m'intéresse, et pas à me restreindre, à me dire ben, je vais me contenter de ça. Dans la vie, il faut savoir se contenter. Dans la vie, il faut voilà, se satisfaire de ce qu'on a et c'est très bien. Alors qu'en fait, à l'intérieur, là, il y a un humain, un petit enfant, un humain, un adulte. Il y a du vivant là à l'intérieur et ce vivant, il est appelé à vivre des choses, à grandir, à sortir d'une coquille pour aller vers une autre vie et ensuite à ressortir de cette coquille quand il a fait le tour de ça et retrouver encore autre chose. Ça peut être passé de pas grand chose à pas grand chose. Il ne s'agit pas de vivre des choses extraordinaires, des trucs dont on va parler, waouh, genre saut parachute, traversée de l'Atlantique à la nage. Non, 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 ça peut être. Je rêve d'avoir un jardin, ça y est, j'ai fait en sorte, pas à pas, d'acquérir mon jardin. Et je vois bien que en faisant mon jardin, je vais vivre plein de nouvelles choses que j'avais pas vues, j'avais pas imaginé en fait que quand on fait un jardin, il y a tout ça à vivre, il y a tout ça à faire. Il y a aussi les relations à tisser avec les jardiniers d'à côté. C'est pas juste faire mon jardin. Vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça pour tout. Je vais prendre un nouveau job, bah j'ai les compétences, youpi, j'ai le nouveau job. Bah oui, mais je vais côtoyer des gens dans cette entreprise. Donc il y a plein de sphères qui arrivent là. J'ai peut-être des nouveaux horaires, comment je vais gérer mon énergie. Enfin, ça s'arrête jamais en fait les défis. Est-ce que je vais chercher les défis qui vont m'apporter des émotions, des émotions, des émotions pour avoir l'impression d'être vivant? Ou est-ce que je vais simplement chercher les défis qui me font grandir un peu plus à chaque fois? Déjà, si je suis addict aux émotions, c'est bien que je le capte. Parce que ça voudra dire que par rapport au système nerveux, je suis enfermée dans une majorité du système sympathique qui s'active. C'est le système qui a toujours besoin d'être en action. C'est le système qui est en action. Et s'il a toujours besoin d'être en action, c'est sans doute que l'inaction l'insécurise énormément. Je fais ici une petite aparté importante, c'est que je précise que notre système nerveux, quand il fonctionne bien, il passe constamment dans une journée, mais 1 milliard de fois, d'un mode à un autre. Un système activé, activateur, mobilisateur, on y va, on accélère, à un système frein, je freine, à un système je suis, en mode entre les deux. Posé, sécurisé, vigilant, mais sans contrôler, confiant, en lien, et ça s'appelle le vagal ventral. Et dans le système sympathique, il y a un système d'attaque et un système de fuite. Il y a les deux. Mais c'est important que je vous le précise quand même au cas où vous ne connaissiez pas bien le système nerveux. Donc, de base, on passe de l'un à l'autre régulièrement et ça, c'est tout à fait sain. C'est quand on est enfermé plus dans l'un ou dans l'autre et que c'est vraiment très récurrent que là, ça veut dire que notre système est déréglé de par une cause ou une autre, un trauma, un dérèglement activé par quelque chose voilà, qui peut être un trauma notamment, ou la consommation de substances récurrentes qui dérèglent notre système, ou une maladie, quelque chose qui dérègle notre système. Mais sinon, voilà, ça peut être tout simplement qu'on est plus dans un que dans l'autre, et c'est bon d'aller le voir quand c'est le cas. Voilà, je voulais préciser ça, c'était important. Désolée, c'est très dense comme vidéo sur les informations, mais quitte à la réécouter plusieurs fois, vous pourrez mieux comprendre. N'hésitez pas. Tout comme les personnes qui vont être beaucoup dans le parasympathique, en l'occurrence le dorsal dans sa version insécure, la version insécure, parce que c'est le parasympathique quand il est dans sa version en lien et en sécurité, ça s'appelle le vagal ventral, et celui-là, il est tout à fait capable de, pas d'être forcément en action, mais d'être dans un mode tout à fait tranquille, tranquillisé, pas vraiment en action, mais pas complètement lymphatique et inerte. C'est juste posé, c'est plutôt ça, posé, en sécurité, que le dorsal, il est en inaction et en insécurité. Il conjugue les deux. Et ce qui est très bien à certains moments, on en a besoin, hein. Ça va nous permettre de nous régénérer parce que le système va justement arrêter de mobiliser plein d'énergie pour plein de choses. Il va se concentrer sur juste la survie et ce sera très bien. Mais ça doit être vraiment très occasionnel en fait. Ça ne doit pas être un mode de vie. Tout comme être toujours à fond, toujours en action,
toujours avoir besoin de quelqu'un, de quelque chose, de faire, d'agir, de s'agiter. C'est un mode dont on a beaucoup besoin dans la vie, mais si on est toujours là-dedans et qu'on n'est pas libre d'autre chose, qu'on est libre que de ça, que d'être là-dedans, bah, c'est pas de la liberté. Et la pleine conscience, justement, c'est de pouvoir refaire fonctionner finalement son système physiologique interne, donc son système nerveux autonome, dans la branche du sympathique et du parasympathique, de ces nerfs-là, de ces branches de nerfs-là, de réapprendre à bien faire fonctionner le système de manière à ce que, finalement, la pleine conscience, c'est quoi? C'est d'avoir régulé mon système, de comprendre dans quel mode je suis régulièrement et d'avoir compris en étudiant. Là, il faut bien une étude. Il faut bien passer par l'étude. Il y a la régulation qui est l'action quotidienne. Il y a la compréhension qui est vraiment la conscience. Et la conscience, elle passe effectivement par la compréhension. La compréhension via l'expérience et via l'étude et ensuite l'expérience. Et de ce fait, effectivement, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir avoir confiance dans le fait que, quel que soit ce qui arrive, moi, je peux passer par différents états, je peux bien le vivre parce que je comprends ce que je vis, et je peux, par choix, changer mon mode, parce que j'ai appris à réguler mon système nerveux, et que donc il est rodé pour ça. Il est rodé, c'est comme si vous... je sais pas, vous aiguisez un couteau, votre couteau il est prêt à l'emploi, il est aiguisé. S'il n'est pas aiguisé, pour couper ce que vous avez à couper, ça va pas trop marcher. Mais pour l'aiguiser, il faut bien faire poser une action. Là, la régulation du système nerveux, c'est l'action posée au préalable, qui permet à l'outil d'être prêt à l'emploi. Et quand je ressens que je suis enfermée dans un état, je peux plus vite en sortir. Et je peux voir si cet état, il est approprié ou pas. Et à force de faire, le système, lui, reprend sa justesse de fonctionnement, et donc il va me mettre en mode fuite au moment où il y a besoin de fuir vraiment, que la situation le demande. Il va me faire passer au combat au moment où la situation le demande, et pas seulement quand mon ego est piqué ou quand il y a quelque chose qui m'insécurise au plus haut point, et que moi je ressens pas que je suis insécurisée, que je ressens pas que je vais faire ça pour me défendre, que je fais ça machinalement en fait. Que j'ai pas conscience que c'est mon insécurité qui génère ça. Tout comme la fuite et tout comme l'inhibition. Si je me mets en mode je rase les murs au boulot pour ne pas croiser mes collègues parce que j'ai vraiment peur d'avoir une conversation avec eux, là on n'est pas dans la justesse par rapport à ce que nous offre la vie comme possibilité. La vie nous offre de pouvoir croiser des gens, de choisir si on va discuter avec eux ou pas, de pouvoir être libre de ça. Et si je ne suis pas libre, si finalement j'évite tout pour ne pas avoir à discuter, ou oser dire je n'ai pas envie de discuter, parce que quelque part on a tout à fait le droit de ne pas avoir envie, mais comment est-ce qu'on ose le dire? C'est cette audace-là de pouvoir avoir une interaction pour définir, décrire, partager à l'autre nos besoins. C'est quand même se priver de quelque chose de vital pour un humain selon moi. J'ai le sentiment profond que si l'humain est dans ses objectifs de survie plutôt que ses objectifs de vie, je vous ramène à ma vidéo sur objectifs de vie, objectifs de survie, s'il est dans ses objectifs de survie uniquement, et qu'il n'en a pas conscience, il y a un truc qui s'éteint au fond, et quand quelque chose s'éteint dans l'organisme, à mon sens, j'ai remarqué qu'il y a plein de symptômes qui arrivent, quoi. Il y a plein de symptômes qui arrivent. Et les symptômes, ils sont vastes. Ça peut être des addictions, ça peut être justement passer sa vie à éviter le monde, ça peut éviter la joie, éviter de dormir. Enfin, c'est se brimer en fait. Ou alors c'est, au contraire de se brimer, s'expanser en mode on peut pas faire autrement. Mais c'est pas juste, c'est pas ajusté, c'est pas nourrissant, c'est juste compensateur. C'est comme quand je suis fatiguée, je vais boire 4-5 cafés, 10 cafés dans la journée, et comme ça je vais pouvoir arriver à l'état que je souhaite. Je souhaite éviter de me sentir faible, de me sentir affaiblie, sans énergie,
Ça, c'est ce que je veux atteindre. Pour ce faire, la stratégie que je vais utiliser, c'est boire 10 cafés et je vais arriver à cet objectif. Est-ce que profondément, c'est nourrissant pour moi? Question. Est-ce que je ne peux pas trouver une autre manière de nourrir ce besoin, de me sentir en énergie? Et comment ça se fait? Est-ce que je peux aller investiguer le comment ça se fait que je ne supporte pas l'idée de ne pas avoir d'énergie? Comment ça se fait que l'idée simple d'être au repos est si insupportable à vivre, à imaginer? De quoi je me protège en fait? Tout comme l'inverse. Si l'idée d'avoir de l'énergie m'effraie et que c'est beaucoup plus sécurisant pour moi de ne pas avoir d'énergie, de quoi je me protège? Qu'est-ce que je crains si je commence à avoir plus d'énergie? Qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce que je pourrais finalement mettre en place plein de choses? Que ça pourrait finalement poser des problèmes autour de moi si je mets en place plein de choses? Qui est-ce que je décevrais? Qu'est-ce que je changerais de ma vie là qui ferait peut-être une bascule, une transition que je veux pas vivre parce que je suis pas prête à en assumer les conséquences derrière et que je ne le vois absolument pas. Enfin, je vous donne des exemples, il y en a plein comme ça. C'est quoi le bénéfice? Alors, on n'est pas forcément prêt à aller voir tout ça tout de suite en fait. On n'est pas forcément... Je pense que c'est très important d'y aller dans l'ordre. Mais d'être conscient de tout ça en fait. Commencer par être conscient que finalement, si mes objectifs restent toujours des objectifs tout petits, dans le sens de... Au fond, c'est pas vraiment ce que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est vivre le grade du dessus. C'est le truc du dessus, moi, que je voudrais. Mais du coup, si je vis ça, ce sera déjà quand même bien, quoi. J'aurais pas à me plaindre. Je pourrais pas me plaindre. Il y a quand même tellement de gens qui galèrent. Pas de quoi se plaindre. Ouais. Mais il y a quand même un truc qui est bien endormi et qu'on sait très bien qu'il est endormi. Et qu'on sait très très bien qu'au fond, ce serait peut-être réalisable quand même. Alors c'est quoi qui m'en empêche? Bah voilà, l'idée de la pleine confiance, c'est ça. J'ai pris vraiment du temps pour expliquer un peu ce que je voyais à travers la pleine confiance, mais il y a des phrases qui résument très bien, c'est « Je ne peux pas créer et me protéger en même temps. Je ne peux pas aimer et me protéger en même temps. » Bah en fait, tant qu'on n'est pas dans la pleine confiance, ou en tout cas qu'on n'a pas au moins les quelques notions de quoi on parle et de ce que ça peut revêtir, et ben en fait... on va s'évertuer à essayer de créer, à essayer d'aimer, et il est hors de question que notre système nerveux nous laisse aller vers ces libertés-là. Parce que d'abord, on va protéger quelque chose. On va pas y aller parce que on va d'abord se protéger. Mais de quoi? Allez, je vous lis les premières lignes. Ce sera peut-être plus parlant. Donc c'est Ludovic Le Roux qui parle. Comment fonctionne le système nerveux autonome depuis la naissance? Vous l'avez compris, votre douanier représente votre système nerveux autonome. Ce dernier a une grande importance dans votre façon de vivre aujourd'hui, car il est à l'origine de la façon dont vous voyez les autres, le monde et vous-même. Je vais vous présenter en condensé ce que vous devez savoir pour comprendre vos mécanismes de survie et comment opèrent vos objectifs de survie. J'ai choisi de vulgariser volontairement les aspects physiologiques de votre fonctionnement pour que cela reste accessible à tous et que vous puissiez par la suite vous concentrer sur l'application et non uniquement sur la connaissance. Vous verrez que cette tendance à vouloir tout savoir, enchaîner les formations, lire des livres ou regarder des vidéos pour que rien n'échappe à votre compréhension, vous voyez ce que je veux dire? Je suis moi-même souvent passée par là, sans forcément appliquer ce que l'on apprend, est un comportement généré par un de nos objectifs de survie, se sentir légitime pour éviter d'être jugé. En attendant, voici ce que vous devez savoir. Répondre à la question « Suis-je en sécurité ?» Votre système nerveux autonome est composé de deux branches principales, le système sympathique et le système parasympathique. Depuis votre venue au monde, son rôle est de répondre à la question « Suis-je en sécurité ?» En collaboration avec l'ensemble du corps, il va chercher à capter toutes les informations qui représentent une menace pour votre survie et qui peuvent vous éviter ce que vous avez identifié comme des souffrances. Les souffrances peuvent être d'ordre physique, identitaire ou émotionnel.
Par exemple, à 5 ans, vous apprenez rapidement que mettre sa main sur une plaque chauffante n'est pas une bonne idée, car cela provoque une souffrance physique. Votre système nerveux autonome enregistre que les plaques chauffantes sont à éviter, surtout quand elles sont allumées. Autre exemple, à 10 ans, quand je rentre de l'école, j'apprends peut-être que déranger mon père pour jouer ne lui fait pas plaisir. Alors, pour éviter de le faire souffrir, et, indirectement, de me faire souffrir, je vais être sage et rester dans mon coin. Cela devient une partie que l'on estime positive de mon identité. Enfin, si à 13 ans, mon appareil dentaire m'attire les moqueries de mes camarades de classe, je vais apprendre qu'il est préférable de ne pas trop se montrer, pour éviter de vivre une humiliation. Se cacher peut devenir par la suite un objectif pour m'éviter de ressentir de la honte et en souffrir. Heureusement, ce qui devient un objectif de survie, voire un réflexe, n'est pas irrémédiable. Je peux vous assurer que si vous reprogrammez votre système nerveux autonome pour modifier ces mécanismes que tout le monde met en place dans son enfance, vous vous libérerez d'un grand nombre d'objectifs de survie pour laisser place à vos objectifs de vie. Mais avant d'aborder ce point, un peu de suspense. Nous allons dans un premier temps aborder la partie physiologique de votre système nerveux autonome afin que vous compreniez les mécanismes à l'origine de votre vie et de votre survie. La compréhension facilitera l'application. 2 branches du système nerveux autonome, mais 3 états de survie. Faisons connaissance avec les 2 branches de votre système nerveux et voyons comment elles fonctionnent. Le système sympathique. Donc allons voir déjà le système sympathique. C'est comme l'accélérateur de votre organisme. Il se compose de plusieurs nerfs sympathiques qui relient le cerveau au corps, tout particulièrement le cœur. Il permet ainsi d'activer ce dernier pour organiser les réponses de fuite ou de combat quand vous avez perçu une menace autour de vous et dans votre corps. La menace peut être réelle et remettre en cause votre intégrité physique, comme un agresseur qui vous attaque pourrait le faire. La menace peut être aussi une situation pouvant nuire à votre bien-être, à votre santé. Ce peut être une odeur nauséabonde que vous allez chercher à fuir, mais elle peut être aussi imaginaire et reposer sur vos apprentissages passés, comme le fait de faire beaucoup d'efforts car vous avez appris que cela vous permettait d'obtenir une récompense. Chez certaines personnes, le système sympathique s'active en permanence pour les maintenir dans un mode vigilance, comme si la menace était présente à chaque instant. Cela les laisse dans un état de fuite ou de combat qui devient épuisant à moyen et long terme. Peu importe les situations rencontrées, pour elles, le danger rôde presque en permanence, de façon inconsciente. Vous l'avez compris, si votre système nerveux autonome est en mode sympathique, c'est comme si votre douanier vous laissait passer à l'action en suivant soit une stratégie de combat, soit une stratégie de fuite. Chacune de ces stratégies définit comment vous menez vos projets, vos rêves, votre vie. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles doivent tout simplement être adaptées pour être utilisées au bon moment et de la bonne façon. Ces stratégies de survie sont conditionnées par vos objectifs de survie. Il est important de les connaître pour mieux vous comprendre et arrêter de vous juger. Un grand nombre de personnes passent leur temps à assurer leur objectif de survie sans s'en rendre compte et sans réaliser que certains de leurs succès alimentent en fait leur survie. Voyons ensemble ces stratégies. Les stratégies de combat. Vous devez vous battre pour réussir. Réussir quoi? Combattre quoi? C'est une bonne question à se poser. Vous avez appris que, sans effort, il ne peut y avoir de résultat. C'est ce que j'appelle la psychologie du mérite. La vie est une jungle, soit vous attaquez, soit c'est l'autre qui vous attaque. Alors, pour survivre, vous adoptez ces stratégies de combat pour éviter de souffrir. L'autre est vu comme un arnaqueur, par exemple, un menteur, ou quelqu'un qui veut vous dominer. Et vous pensez qu'il faut vous en protéger. À un moment, dans votre vie, vous avez appris que c'était une bonne stratégie pour ne pas souffrir. Ça a marché, alors votre système nerveux autonome a adopté cette stratégie. Par exemple, ne pas vous laisser marcher sur les pieds vous a permis de vous faire respecter et d'éviter toutes sortes d'attaques, d'humiliations, de moqueries de vos camarades. C'était une bonne stratégie. Vous l'avez conservée et l'avez même parfois maintenue en place au cas où certaines personnes voudraient profiter de vous. Vous pouvez aussi adopter cette stratégie a posteriori, parce que vous en auriez eu besoin à un moment dans votre vie. Par exemple, une situation dans votre enfance qui vous a fait souffrir sans que vous puissiez réagir.
Alors, pour éviter que cela se reproduise, vous la mettez en place comme stratégie de défense a priori. C'est le cas lorsqu'une personne qui n'a pas su réagir à une situation traumatique et est restée pétrifiée adopte une stratégie de combat pour éviter que cela se reproduise à l'avenir. C'est pourquoi certains se montrent agressifs envers les autres. Évidemment, nous ne pouvons cautionner leurs actes ou paroles, mais nous ne devons pas les juger, car nous ne connaissons pas la situation qui est à l'origine de cette stratégie. Les stratégies de fuite. L'évitement peut être un mécanisme de survie. Comme pour le combat, la question à vous poser est « Qu'est-ce que vous évitez ?» Vous savez maintenant que ces mécanismes de survie ont été mis en place pour éviter de souffrir. Mais, faut vous en douter, vous ne pourrez pas mener à bien vos projets et votre vie en adoptant constamment la fuite comme mécanisme de protection. La fuite est un mécanisme de survie de votre système sympathique qui vous fait adopter un mode d'action. Il est dommage d'utiliser l'énergie qu'il met à votre disposition pour vous protéger plutôt que de vous protéger pour créer. Je répète cette dernière phrase. Il est dommage d'utiliser l'énergie qu'il met à votre disposition pour vous protéger plutôt que de vous protéger pour créer. Car dans la vie, soit on crée, soit on se protège. Comme pour le combat, la stratégie de fuite doit être temporaire, car sinon, vous allez avoir le sentiment de passer à côté de votre vie. En effet, vous avez appris que vivre pouvait être douloureux. C'est le cas parfois, mais pas tout le temps. Les responsabilités font peur, les engagements font peur, les désillusions font peur, les prises de risques font peur. Malheureusement, c'est aussi ce qui caractérise l'existence de tout un chacun. Alors, en fuyant et en passant à côté des responsabilités, des engagements, des désillusions, des prises de risques, vous passez aussi à côté de l'essentiel. C'est une bonne stratégie de survie, mais pas une bonne stratégie de vie. Moi-même, j'ai souvent été dans des mécanismes de fuite au niveau de mes projets. Rêver était facile pour moi. Le passage à l'action était beaucoup plus difficile. La stratégie de fuite me permettait d'en sortir sans trop souffrir, en me faisant croire que je n'étais pas encore assez ceci pour y arriver. Pas encore assez ceci ou cela pour y arriver. J'enchaînais les formations, les livres, en me faisant croire que j'adore apprendre. Ce qui est le cas, mais c'était au service de ma survie. Je reconnais aujourd'hui que ça m'arrangeait bien de croire ça. Ce n'était jamais le bon moment. J'avais de bonnes excuses pour ne pas m'engager à 100%. Je donnais la responsabilité à l'univers de m'apporter ce dont j'avais besoin pour y arriver, alors que j'avais déjà tout en moi. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était que j'avais peur de souffrir, d'être visible, qu'on me voie et qu'on me juge, puisque je me jugeais moi-même durement. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, de me rendre compte que je n'y arriverais pas. J'avais peur d'être ignorée, de me sentir inutile, qu'on me dise que ce que je faisais n'avait pas de valeur. J'avais peur de vivre la honte, la déception, la frustration, le rejet, l'humiliation, l'échec, etc. Autant d'expériences que mon système nerveux avait vécues de nombreuses fois dans le passé. Sachez que vous n'évitez pas les situations, vous évitez les expériences que vous avez vécues dans le passé. Que ce soit le combat ou l'évitement, chacun va utiliser une stratégie qui lui permette de ne pas revivre une souffrance. Pour notre système nerveux autonome, la souffrance n'est pas ce que vous avez vécu, mais votre incapacité à y avoir répondu de manière adaptée. C'est l'inadaptation de la réponse qui fait souffrir, et non l'expérience en elle-même. Nous reviendrons sur ce sujet important par la suite. Voyons maintenant l'autre branche de notre système nerveux autonome, le système parasympathique, là où se trouve une des révélations que j'ai reçues ces dernières années, qui a totalement changé ma vie, ainsi que celle de milliers de personnes qui ont lu mon précédent livre ou qui ont suivi mes programmes Explore et Expert sur le nerf vague. Le système parasympathique. À l'inverse du système sympathique, celui-ci est le frein de notre organisme. Il s'active pour mettre notre corps au repos ou lui faire adopter une vitesse de croisière optimale. Il est composé de 12 nerfs crâniens, dont le fameux nerf vague. Ces nerfs sont connectés à de nombreuses parties de notre corps, comme les yeux, les oreilles, le larynx, le pharynx.
mais aussi à tous les organes du corps via le nerf vague. Grâce aux travaux du chercheur Stephen Porges, nous savons maintenant que le nerf vague est composé de 2 branches, ventrale et dorsale. Il a montré que la branche ventrale du nerf vague permettait à notre organisme de trouver le repos, le calme et la sécurité, tandis que la branche dorsale s'activait dans le cas d'un grand danger pour nous figer. Dans les 2 cas, il y a une inhibition du système sympathique, soit pour retrouver le calme, soit pour se figer. Le figement fait partie des stratégies de survie que nous allons traiter par la suite. S'il vous est déjà arrivé de vous sentir démotivé, sans énergie, submergé par les problèmes, c'est que vous avez alors adopté pour stratégie de survie le figement. Avant d'aborder cette stratégie, vous devez savoir que le nerf vague a une grande importance dans vos capacités à sortir de ces mécanismes de protection. Nous allons nous servir du nerf vague ventral pour vous redonner de la sécurité et permettre à votre douanier de vous laisser faire. Le douanier, c'est l'empêcheur d'accéder aux objectifs de vie. Si vous avez un nerf vague, vous avez toute cette capacité. Ce n'est pas magique, c'est physiologique. La stratégie de figement se résume en 3 mots. Ne bouge pas. La question à vous poser ici est: de quoi est-ce que je me cache ? Cette stratégie va préserver votre énergie pour vous faire le plus petit possible et le moins visible. Sa philosophie est: pour vivre heureux, vivons cachés. En fait, il faudrait remplacer l'adjectif heureux par en sécurité pour que ce soit plus juste. Pour vivre en sécurité, vivons cachés. Vous avez sûrement appris dans votre enfance que votre présence pouvait déranger et que cela pouvait contrarier les autres, notamment vos parents. Vous avez peut-être aussi appris que le figement était un moyen de mieux supporter la douleur, car dans cet état, votre corps libère des endorphines qui l'atténuent. Enfin, vous avez peut-être intégré un sentiment d'insécurité en présence des autres, car ceux-ci sont pour vous toujours susceptibles de vous trahir, d'abuser de votre confiance ou de profiter de vous. Autant de situations qui ont pu faire comprendre à votre système nerveux autonome que le meilleur moyen de se protéger était de ne pas passer à l'action. C'est pourquoi vous pouvez vous retrouver aujourd'hui inhibé face à vos projets, vos rêves, comme si un élastique vous retenait et vous empêchait d'avancer. Ne vous en voulez pas pour ça. C'est un mécanisme indépendant de votre volonté que nous allons transformer pour vous permettre de vous mettre en mouvement. En effet, peu importe les stratégies que votre système nerveux a mis en place pour vous protéger, ce qui concerne absolument tout le monde, ne vous sentez surtout pas unique en la matière. Le but est de lui réapprendre à adapter ses mécanismes pour éviter d'être constamment dans des objectifs de survie, et ceci afin de le réorienter vers la réalisation de vos objectifs de vie. C'est tout l'intérêt de ce livre que de vous permettre de vivre plus souvent des moments de bonheur réel. Car le bonheur pour votre système nerveux autonome est d'assurer votre survie. Aussi, plus vous adoptez des stratégies efficaces qui vous maintiennent en vie, plus il est heureux, plus il fait bien son job. Le hic, c'est que lui et vous n'avez pas la même définition du bonheur. S'il estime que vous avez plus de chances de survie en restant caché toute votre vie, alors il fera tout pour vous faire croire que c'est de cette façon que vous allez être heureux. Il en est de même pour les autres stratégies où l'illusion du bonheur est liée à votre capacité à vous maintenir en vie. Le bonheur, pour votre stratégie de combat, est lié à votre capacité à être fort, en énergie, à impressionner les autres. Il va vous faire croire que c'est en étant un gladiateur, un leader, que vous allez réussir votre vie. Les personnes qui sont plutôt en mode sympathique agressif, en mode combat, se sentent en sécurité quand elles contrôlent les choses, quand elles peuvent exercer un pouvoir sur les autres, quand elles sont pleines d'énergie. Cela leur donne l'illusion du bonheur, mais ce n'est en fait qu'un sentiment de sécurité. Le bonheur, pour votre stratégie de fuite, est d'éviter toute situation inconfortable, de vous sentir libre, sans contrainte. Il va vous faire croire que les choses doivent se faire facilement, ou que l'univers conspire chaque jour à vous apporter ce dont vous avez besoin. Les personnes plutôt en mode sympathique fuyant se sentent bien quand elles évitent les problèmes, quand il n'y a pas de conflit autour d'elles, quand il n'y a pas de difficultés. Ici encore, cette sécurité prend le déguisement d'un bonheur illusoire. Le bonheur, pour votre stratégie de figement,
est lié à votre capacité à savoir rester discret, inaperçu, voire invisible. Il vous fait croire que, tant que vous restez caché, il n'arrivera rien. Ça ne sert à rien de prendre des risques pour être déçu ensuite, si ça ne marche pas. Est le type de phrase qu'il vous chuchote, l'air de rien. Les personnes plutôt en mode dorsal vont penser que le bonheur, c'est d'être seul, tranquille chez soi, à l'abri des regards, des jugements, isolé des dangers potentiels du monde. Or, nous l'avons vu, pour chacun des profils, ce n'est qu'une illusion du bonheur, dissimulant en fait un sentiment de sécurité. Vous l'avez compris, toutes ces stratégies sont à la disposition de votre système nerveux autonome pour vous protéger. Votre douanier va s'en servir pour vous dire ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Il va contrôler que vous avez assez d'énergie pour combattre, que vous avez la possibilité de sortir de certaines situations problématiques ou que vous n'êtes pas trop voyant. Il va aussi mettre certaines conditions à vos projets. Par exemple, vous pouvez développer votre activité, à condition de ne pas échouer. Vous pouvez vous engager dans une relation, à condition de ne pas être trahi. Vous pouvez développer un projet, à condition de ne pas demander d'aide, car vous passerez pour incompétent, et ça peut faire souffrir. C'est là que vont se retrouver vos objectifs de survie, et que cela se complique. Vous allez avoir l'impression que vous vous engagez dans un objectif de vie, alors qu'il s'agit d'un objectif de survie. J'ai vu des centaines d'entrepreneurs développer un projet qui était au service d'un objectif de survie. Par exemple, développer une activité de coaching pour se sentir utile, contribuer à aider les autres. Certes, c'est un bel objectif, mais si vous avez peur de vous sentir inutile ou de ne pas y arriver, vous allez basculer dans vos objectifs de survie et donner la responsabilité à vos clients d'y répondre pour vous rassurer. Vous n'êtes plus en train d'aider vos clients, mais en train de vous servir d'eux pour valider votre valeur. Ce n'est pas l'idée de départ. Aïe, ça pique de lire cela. C'est l'effet que ça m'a fait quand je me suis rendu compte que j'avais vendu mon premier programme en ligne pour plaire aux autres. Sans m'en rendre compte, et alors que j'étais convaincue d'apporter un grand bénéfice aux gens, je me suis retrouvée à me demander tout ce que je pouvais leur donner pour que le programme plaise. Au lieu de leur apporter ce dont ils avaient réellement besoin, je répondais à mon propre besoin de plaire. Il n'y a rien de mal à donner, mais pas au détriment de l'efficacité. Noyer les clients sous les informations, les exercices, ce n'était pas leur rendre service, c'était me rendre service. Voilà un objectif de survie que j'ai travaillé pour basculer vers un objectif de vie, et c'est ce que vous allez découvrir et apprendre au cours de votre lecture. Comme dans mon exemple, il est facile de basculer d'un objectif de vie à un objectif de survie. Aussi, voyons ensemble comment nous perdons de vue nos objectifs de vie. Le chapitre 2 s'appelle « Comment nos rêves et nos objectifs sont soumis au mode survie ». Et je vous laisserai le découvrir en achetant le bouquin, parce que je vous le conseille vraiment, vraiment vivement. Il y a le premier livre qui s'appelle Nerfs vagues, qui est quand même intéressant peut-être de lire en premier si vous adorez lire. Et si vous aimez pas trop lire mais que vous êtes hyper attiré par cette lecture que je viens de vous recommander, alors achetez celui-ci. Il est vraiment tout à fait abordable, même sans autre notion. Et ce que je vous souhaite, surtout, c'est d'identifier vos objectifs de survie pour pouvoir enfin peut-être aller réaliser vos objectifs de vie. Et puis surtout, ce que je vais me rappeler à moi pour continuer à faire vivre cette chaîne sur un mode vie et non pas sur un mode survie, c'est de continuer à me faire plaisir en vous faisant des vidéos et de ne pas vous faire des vidéos juste pour me sentir utile. Ça illustre bien le propos que Ludovic Leroux vient de donner dans les quelques phrases qui ont précédé. Voilà, ça c'était pour la petite note humoristique, mais c'est très sérieux en même temps. Voilà. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à partager si cette vidéo vous semble utile pour d'autres personnes. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commenter si vous avez un truc qui vous vient, qui vous inspire de dire. Ciao!